Banque mondiale qui leur achète ces crédits à 3,5 $ la tonne de CO2 équivalent. C'est très variable, marché volontaire, ça dépend un petit peu de qui achète, qu'est-ce qu'il achète, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui achètent pas seulement du carbone, mais qui achètent un petit peu maintenant des sortes de paquets carbone biodiversité. Quand on dit ils achètent de la biodiversité, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent ils payent pour de la conservation, et donc on leur dit, oui, vous économisez du carbone, et en même temps, vous sauvegardez des lémuriens, etc., un habitat très riche. Ça fait de belles plaquettes, ça fait des communications aux administrations, ça fait de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Alors, quel est l'avenir des marchés carbone? Alors, le marché Kyoto, il est dans un très mauvais état, et il n'est pas du tout sûr qu'il survive, au sens où je pense que c'est fini. On n'aura plus malheureusement, pendant en tout cas dans un horizon concevable, enfin concevable du point de vue d'une dizaine d'années. Je pense que l'ambition de Kyoto d'avoir un système centralisé, avec des engagements comparables, vérifiables, des pays, tous dans un même système, avec un marché unique et un prix du carbone unique, ça c'est fini. Je pense qu'il faut l'oublier. Malheureusement, je pense que c'est bon. Donc on va probablement aller... Alors, y aura-t-il un effacement des marchés du carbone? Non, je ne pense pas. On va vers une fragmentation du régime du climat. C'est-à-dire que chacun va utiliser... Bon, les Chinois vont mettre le paquet sur l'efficacité énergétique. Pour ça, ils vont utiliser chez eux des marchés. Il y a déjà des marchés du carbone qui sont en train de se mettre en place effectivement dans des régions, dans des grandes villes chinoises, dans des grandes métropoles chinoises. Il y aura un peu de taxes, un peu de marché, etc. Les Californiens font leur marché, Capet RED. Ils se posent la question, est-ce qu'on va acheter les crédits RED, justement, de ces fameux projets RED? Il y a tout un débat en Californie autour de ça. Donc il va y avoir, chacun va mettre en place ses différents instruments avec des mix d'instruments. Et on va avoir un régime fragmenté où chacun décide un peu des propres règles du jeu qu'il veut se donner. On va passer d'un système dans lequel il y avait une sorte d'arbitre avec une règle qui était les Nations Unies, avec, disons, une sorte de règle du jeu unique et imposée. Ce système n'a pas fonctionné. Voilà. Ça, c'est à mon avis, c'est fini pour assez longtemps, avec des objectifs, chaque pays aura des objectifs, etc. On va passer dans des systèmes d'efforts très fragmentés, dont je ne sais pas très bien ce que ça va donner, vraiment, fondamentalement. Certains auront de la taxe, certains auront du marché, des mix, etc. Je ne suis pas très optimiste de ce point de vue. Le marché volontaire, il fera partie du mix. Les Australiens se demandent, et les Californiens, dans quelle mesure le marché volontaire va être utilisé pour eux, quoi. Bon, donc, ça va faire partie du lot. Même si je vous ai dit que le marché volontaire, pour l'instant, il va y avoir un crack sur le marché volontaire, parce que les 3,5 $, pour nous, c'est très optimiste pour l'instant aujourd'hui, parce que en réalité, le problème c'est qu'ils n'arrivent même pas à vendre. Là, ils vont vendre 400 000 tonnes de carbone, de CO2 équivalent, pardon, et le problème c'est qu'ils n'ont pas d'acheteurs derrière. Donc le problème n'est même pas le prix, c'est qu'il faut pouvoir avoir des acheteurs. D'autres questions? D'autres questions? Donc, moi j'ai envie de passer à des réflexions par rapport à ce marché du CO2, hein, et tout ce qu'on fait à la fois autour de ce marché du CO2 et aussi, rappelez-vous, donc une conférence qui a eu lieu ici sur le stockage du CO2 et le coût que ça représente. Enfin, moi je suis effaré de voir cette économie derrière. C'est sûr qu'il y a un changement climatique, c'est sûr que le CO2 augmente et il n'a jamais, même si c'est pas une question de température, c'est une question de CO2 dans l'atmosphère. Le géologue que je suis sait parfaitement qu'il n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, donc il faut s'interroger par rapport à ça. Mais bon, ce que j'ai bien retenu dans votre présentation, c'est que par rapport à ça, il y a quand même ce végétal en général, que ce soit la forêt ou la culture qui se puise de carbone. Il y a aussi les océans qui jouent, et les chiffres montrent qu'il y a un potentiel important. Donc quand on remplace, vous l'avez dit, une forêt par une
autre, ou même par une pseudo-forêt, bon, c'est quand même du végétal et il y a toujours un puits de carbone qui est là. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est évidemment le questionnement par rapport à la biodiversité que vous avez exposé, parce que bon, ça, c'est voilà, c'est vrai qu'on peut organiser la Terre, ses ressources à la fois minérales et végétales pour peut-être mathématiquement nourrir une population importante, mais bon, ça va être au prix de quoi? Peut-être de cette perte de la biodiversité qui m'apparaît être un danger important. Donc le conflit avec... Oui, le conflit est là. C'est effectivement... Alors, même d'ailleurs, enfin, une petite remarque, même, il faut penser au carbone des sols aussi. Et quand vous perturbez trop, quand vous remplacez, par exemple, il y a une notion de dette carbone. Si vous faites, par exemple, une plantation d'eucalyptus pour remplacer une forêt naturelle, vous allez relarguer énormément de carbone dans les sols et même si vous utilisez votre eucalyptus pour faire de la bioénergie derrière, des choses comme ça, on met très très longtemps à récupérer effectivement la perte de carbone qui sort des sols, etc. et qui dure même longtemps après la replantation. Donc même sur les équivalences carbone, on manque de certitude. Et alors, comme vous le dites, sur la biodiversité, là, on a la certitude qu'on est en train de perdre des choses et qu'on le paiera certainement un jour quand on aura des pathologies très importantes sur les plantes cultivées. On voit d'ailleurs que les OGM, je lisais dans Le Monde récemment, qu'à peu près on voit que toutes les OGM aussi ont maintenant des résistances, ont des insectes résistants, donc on a effectivement la biodiversité, c'est la capacité de trouver des réservoirs qui vont nous permettre probablement de nous sortir de mauvais pas du point de vue des ravageurs, du point de vue des pathologies, du point de vue... c'est-à-dire que c'est une question de sécurité alimentaire. Outre le fait qu'elle a une valeur en soi, à mon avis, du point de vue de la simple diversité, etc. Mais je pense qu'y compris les agronomes, maintenant sont de plus en plus conscients qu'on a un filet de sécurité qu'on est en train de scier, parce qu'on a besoin d'aller... la disparition des espèces, des alternatives qu'on peut trouver, va poser un problème énorme. Bon, eh bien, on va conclure. Là, on voit encore, une fois de plus, que toutes ces questions environnementales sont très étroitement imbriquées les unes aux autres, celles que nous essayons d'illustrer dans ces conférences du jeudi. Je vous remercie et je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Je remercie évidemment M. Argentine pour sa venue ici. Donc, merci et à son organisme.